Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 Bonjour Christelle, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a Frédéric et Olivia qui vont nous parler de plein de choses, notamment de liens ville-hôpital, encore une fois, mais aussi d'HAD. Qu'est-ce qu'on va parler? De plein de noms bizarres, de SIAD, de plein de choses qu'on va un peu plus évoquer. Et on espère surtout que vous allez à la fin nous donner des propositions qui feront avancer les choses au niveau du système de santé. Est-ce que vous avez une préférence entre Frédéric ou Olivia pour commencer? Qui c'est qui est chaud? allons-y. Ça Allez, convient à tout le monde. Frédéric, vas-y alors. Frédéric, ergothérapeute qui a travaillé en EHPAD pendant Oui, 17 ans c'est et ça. maintenant qui est coordinatrice du côté de Péronne pour les aides à domicile. C'est ça. Donc, après 17 ans d'EHPAD, j'ai pris une autre orientation de carrière et je suis devenue responsable de secteur d'aide à domicile. Donc, c'est un métier très, très intéressant avec un rythme intense, un fort relationnel. Où on va vraiment répondre à un besoin de maintien à domicile des personnes et particulièrement des personnes âgées. On peut aussi travailler avec des personnes handicapées. Service d'aide à domicile en milieu rural. On travaille en collaboration avec les services de soins infirmiers à domicile, les SIAD, en collaboration aussi avec l'hôpital à domicile, l'HAD, avec nos infirmiers libéraux, les assistantes sociales de secteur. Les dossiers se font avec les départements, les caisses de retraite. Après, effectivement, on se rend compte de la difficulté de chacun à collaborer et à s'articuler, on va dire, dans un espace-temps correct pour la personne accompagnée. Donc, un besoin est relevé soit par l'hôpital, par la famille. Elle va souvent solliciter directement notre association, parfois l'assistante sociale de secteur. De là, nous, on va monter un dossier auprès du département, auprès des caisses de retraite. Et donc, on va attendre une évaluation à domicile. De l'évaluation à domicile va en découler un plan d'aide. Donc, l'enveloppe est départementale et selon le niveau d'autonomie de la personne, en fait, va lui être attribué un nombre d'heures. Donc, je peux avoir des plans d'aide de 8 heures par mois jusqu'à 72 heures, on va dire. Le plus gros plan d'aide, j'ai une dame à 90 heures. Donc, après, nous allons organiser des passages à domicile, souvent d'une demi-heure. Donc, une demi-heure, effectivement, demi-heure le matin pour ouvrir les volets, pour dire bonjour, pour pouvoir lever la personne, effectuer la manutention, faire une aide à la toilette, parfois avec un lève-malade, un verticalisateur, faire un petit peu, voilà, passer un petit peu de crème si on peut, installer le petit déjeuner. On peut aussi donner le traitement. Et ensuite, l'employé va se diriger vers une nouvelle personne. Alors, le SIAD va venir en complément. Oui. Est-ce que c'est minuté le temps de passage d'un des employés que tu coordonnes justement? Oui. Donc, ce temps en fait est décidé par le département. Les gens après peuvent financer un temps supplémentaire, mais sur fonds propres. D'accord. Donc, le minimum d'intervention, c'est une demi-heure. Et après, donc, selon les moyens de la personne, elle peut financer du temps supplémentaire. Les personnes qui vont chez ceux qui en ont besoin, du coup, donc les aidants à domicile, ils ont quoi comme formation? Alors, les aides à domicile, tout type de profil, pas mal de reconversions, des bacs pro, mais aussi des gens sans formation. On a aussi de grosses difficultés à recruter dans le secteur. Il faut aussi savoir que l'amplitude horaire est de 7 heures à 20 heures avec des horaires coupés.
Donc avec un salaire inférieur au SMIC, en fait, un temps plein. Donc là, je l'ai noté pour le premier échelon, on va dire, est de 1 573 € bruts. Donc, nous, du coup, vu les besoins et la dépendance aussi s'installant à domicile, après, on organise des tutorats en interne. Donc, sur le site, sur mon association a la chance aussi de porter un SIAD. Par contre, mon secteur d'aide à domicile ne dépend pas de ce SIAD-là. Mais donc on a un grand projet aussi de tutorat en interne pour pouvoir monter en compétences, comme on dit, hein, nos auxiliaires de vie. Parce qu'à la base, il y a donc, on en a un peu parlé avant, mais la formation, elle n'est pas obligatoire. Il existe des Non. formations pour être auxiliaire de vie, Oui, mais elle n'est pas mais elle n'est obligatoire. pas obligatoire. Donc, du coup, Non, on peut être attiré par ce métier, peut-être par le sens du contact avec tout à fait, l'humain, mais tout à ne fait. pas avoir de compétences au sens strict du terme au départ. Et Voilà, et là, on du les coup, acquiert, oui. il faut former sur le terrain directement. Voilà, ce sont des gens qu'on va placer un petit peu en tutorat, qu'on va d'abord emmener sur des accompagnements, on va dire, plus légers, de la stimulation, voilà, compléter une toilette, des dos, pieds, un peu de ménage, d'aide à l'entretien de l'environnement. Et petit à petit, par les formations internes, ces salariés-là vont pouvoir évoluer sur d'autres dossiers. Et en fait, c'est quand ils commencent sur le terrain, ils sont directement sur le terrain. Il n'y a pas de binôme possible parce qu'il n'y a déjà pas Ah assez de si, monde. Ah, si, pour, voilà, c'est quasiment fondamental. Les gens faisant appel à nos services, pour beaucoup, moi j'ai beaucoup de dossiers avec trois passages par jour. Ce sont des gens quand même avec des GIR, donc des degrés d'autonomie. Donc GIR 1, on est très dépendant, GIR 6, on est très autonome. Sur notre secteur, on a beaucoup de GIR 2. Donc ça demande quand même des compétences particulières et on organise toujours un binôme, si on peut, sur voilà, au moins une semaine, on va dire. Frédéric, tout le monde ne connaît pas forcément le monde de l'handicap. Et quand tu dis Mm. GIR2, ça correspond à quoi? Alors, GIR 2, ça va être quelqu'un atteint de pathologie, on va dire, cognitive, type Alzheimer ou maladie apparentée, ou alors ça va être quelqu'un cognitivement préservé, actuellement, on va dire préservé, mais avec une mobilité très réduite. Ça peut être quelqu'un en fauteuil, sans Ok. appui. Mm. Je ne t'interromps plus. Du coup, est-ce que c'est quand même un métier qui est assez fatigant, ne serait-ce que parce que les patients sont parfois lourds et qu'il faut les maintenir Ouais, à domicile, c'est ça. mais ça va user forcément l'auxiliaire de vie, ça, non? Oui, donc on va être vraiment, tant qu'il n'y a pas de dispositif médical, on va dire de gros soins, nous on reste auprès de la personne donc, et dans son environnement. Donc on intervient dans des maisons, dans tout type de maisons, mais aussi des maisons exiguës, voilà, où forcément les manutentions ne se font pas comme à l'hôpital finalement, où on peut vraiment mettre le fauteuil juste à côté du lit, où on va bénéficier de rails, où on va avoir des draps de rehaussement, ils interviennent seuls. Donc, Mhm. clairement, les salariés présentent souvent des pathologies lombaires ou du membre supérieur. On a beaucoup d'incapacités. On a des gens qui font partie de l'association depuis plus de 20 ans, mais quelques personnes avec des restrictions et qui ne sont plus en état de pratiquer. Et toi, tu penses qu'une personne enfin, qui est auxiliaire de vie, elle reste combien de temps en exercice en général? Alors, par exemple, une infirmière, en gros, on sait que dans un établissement, elle ne va pas forcément arrêter sa carrière d'infirmière, mais aujourd'hui, c'est quasiment 5 ans. 5 ans dans le même service, après c'est bon, elle a fait le tour et elle veut voir autre chose. Quand on est auxiliaire de vie, on n'a pas forcément. Alors, je ne fais pas partie, je n'ai peut-être pas une assez grande expérience pour donner vraiment ces chiffres, mais je pense qu'on est aux alentours, certainement, ça doit être proche D'accord. de ces 5 années. Ouais.
est-ce que tu veux qu'on fasse participer Hélène, qui, elle, est auxiliaire de vie, toi, tu coordonnes tout ça et elle fait ça au quotidien. Et je crois qu'elle voulait aussi expliquer en quoi ça correspondait et Oui. peut-être que ça Mm. peut intéresser tout le monde ici. Tout à fait. Hélène, elle était soignante et elle a fait appel au service d'aide à domicile pour maintenir sa maman au domicile. D'accord. Et Hélène, elle est dans les parages, elle veut intervenir ou pas? Je la Alors, vois, je crois. euh, je suis là. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis aide-soignante en EHPAD depuis, allez, je suis diplômée depuis 2007 et j'ai été auxiliaire de vie depuis que j'ai quitté l'école, donc ça fait 30 ans. Et donc là, je suis en EHPAD de jour depuis 2015, donc ça fait 7 ans. J'ai fait 17 ans de nuit avant. Et puis dans tout ça, j'ai continué à exercer tout en accompagnant ma maman qui est atteinte d'une démence mixte, c'est-à-dire vasculaire et certainement Alzheimer ou apparentée à l'Alzheimer, puisqu'elle n'a pas été diagnostiquée encore. Mhm. Voilà, je l'ai accompagnée tant que j'ai pu. Et puis, elle a fait 2 chutes. Et de là, tout s'est enclenché, hospitalisation, SSR. Et là, elle rentre en EHPAD puisqu'à domicile, ça devient très compliqué. Même si elle avait une équipe qui intervenait tous les jours, samedi, dimanche compris, une équipe d'aide à domicile, aide-soignante et infirmière. Ça devenait très, très compliqué puisqu'elle n'était plus en sécurité chez elle. À quel moment le maintien à domicile, donc de ta maman en l'occurrence, mais d'une personne qui présente des troubles, des démences, devient impossible? Il y a plusieurs types de démence. Et donc, du coup, c'est quoi qui fait aujourd'hui que le maintien à domicile de ta maman, alors que tu es hyper présente et que tu as l'habitude, n'est plus possible? Quel moment l'aidant familial, là, du coup, craque? Moi, je les vois dans mon métier, c'est-à-dire que je suis chirurgien orthopédiste. Très souvent, une façon de, de partir de la maison parce que déjà c'était très compliqué avant, c'est la fameuse fracture du col du fémur. Et en fait, quelque part, c'est une porte d'entrée à institutionnaliser la fin de vie, puisqu'en fait, on se rend compte que c'était très dur pour les aidants et la famille. Moi, je n'osais même plus la laisser seule dans sa maison. C'était une maison à étage, donc j'avais peur aux chutes dans les escaliers, ce qui était déjà arrivé. Même des chutes de sa hauteur, donc fracture de vertèbres, fracture de côte. Ça, là, avec sa démence, c'était les médicaments qu'elle commençait à prendre un peu à tort et à travers. Même si c'était préparé, elle se trompait le matin, le midi, prenait les deux en même temps. Au niveau alimentaire, elle commençait à ne plus se nourrir correctement. Déjà, bon, elle était très désorientée dans le temps et l'espace. Donc, le temps pouvait se lever à 11 heures le matin et passer à prendre son déjeuner sans avoir bu son café. Voilà, il y a plein de petites choses qui se sont greffées les unes après les autres. Mais c'est surtout au niveau de sa sécurité, les chutes à domicile, sa vulnérabilité aussi, puisque quelqu'un aurait pu rentrer chez elle et elle n'aurait pas pu se défendre si D'accord, elle avait été agressée. C'est-à-dire que le moindre petit problème qu'elle pouvait avoir, elle m'appelait. d'accord. C'est-à-dire que moi, je pouvais être appelée de jour comme de nuit pour aller fermer une porte qu'elle n'arrivait pas à fermer. Mais ça pouvait être très bien à 9 heures le soir comme à 7 heures le matin, quoi. Donc, en fait, Donc, c'est la possibilité d'assurer sa sécurité et de la protéger contre les autres, quoi. Qui fait oui, c'est ça. qu'aujourd'hui, tu n'as pas le choix.
j'ai pas le choix parce que je suis toute seule à m'en occuper. Nous sommes 5 enfants, mais voilà, les histoires de famille sont pas toujours simples. Et puis, entre autres, la mienne. J'ai une sœur, mais qui habite à Carcassonne, donc qui habite à 1000 km. Donc, elle vient tous les trimestres. Donc, elle vient m'épauler. Et sur c'est-à-dire qu'elle prend le relais pendant une semaine. Et puis, moi, je souffle un peu, je prends quelques jours, voilà, j'interviens moins. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour le témoignage. Ça permet quand même de situer un peu plus comment ça peut être compliqué d'être auxiliaire de vie et d'être aussi aidant d'une personne qui devient de plus en plus dépendante. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le fil de discussion. Donc, peut-être plus question à vous deux, mais peut-être plus à Frédéric, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut changer? En gros, qu'est-ce qui fait qu'un auxiliaire de vie ait peut-être plus de temps pour faire des soins? Est-ce que c'est juste un problème de formation? Est-ce que c'est juste un problème de salaire? Alors, je Comment pense un peu attirer? de Vous tout, n'êtes pas mon assez capitaine. nombreux? Ouais. Je pense un peu de tout. Je pense qu'effectivement, il faut de la formation et il faut aussi de la formation continue parce que finalement, quelles perspectives d'évolution est-ce qu'elles ont donc, il faut pouvoir aussi leur amener des compétences, une formation certainement initiale aussi, vraiment une professionnalisation des auxiliaires de vie à domicile. Après, effectivement, qui tiendrait, certaines tiennent, mais pendant toute une carrière en travaillant de 7 heures à 20 heures avec un horaire coupé pour 1 573 €. Je pense que les rémunérations sont à revoir. L'avenant 43, donc, qui est l'équivalent, on va dire, enfin, qui a été mis en place pour compenser un petit peu le Ségur dans l'aide à domicile associatif, tout le monde ne l'a pas, est un début, mais malgré tout, la rémunération reste très, très, très légère. Et effectivement, peut-être aussi travailler ce retour à domicile. Alors, quelques nouvelles associations, enfin, quelques nouveaux dispositifs se mettent en place. Donc, des évaluations de l'environnement. Bon, là, je prêche aussi en tant qu'ergothérapeute, mais il est vrai qu'une visite préalable avant un retour à domicile serait peut-être intéressante. L'étude un petit peu de l'environnement, du matériel qui pourrait aussi bien aider la personne que la salariée à domicile. Après, je pense aussi que de nouveaux dispositifs se mettent en place qui sont intéressants. On parle du baluchonnage maintenant avec les gardes un petit peu, les accompagnements de nuit, pour les séjours de répit pour les aidants. L'association pour laquelle je travaille porte aussi maintenant un habitat inclusif, donc de la cohabitation aussi pour personnes âgées. Je pense qu'on peut aussi proposer d'autres choses qui permettraient aussi aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap, on va dire, de mieux vivre le domicile et plus longtemps. Après, effectivement, je vois une question, le lien hôpital-ville. Effectivement, en HAD, donc l'HAD en EHPAD, on signe une convention. Olivia, vous me direz après. Donc, on pouvait garder quelques actions, quelques fonctions, en tout cas une partie de l'accompagnement auprès de la personne. Les services d'aide à domicile, une fois que l'HAD se met en place, on n'approche plus le corps de la personne, on ne touche plus, on n'est plus compétent. Le SIAD donc, peut intervenir pour une personne, admettons, portant une sonde urinaire. Le SIAD de mon secteur est débordé, donc il peut souvent intervenir le matin, mais pas le soir et pas tout le temps le week-end. Donc, les auxiliaires de vie ne peuvent pas réaliser la toilette seuls parce qu'il faut un regard soignant. Par contre, peuvent faire le change le soir et être seuls le week-end. Donc, des binômes du temps. Des frais kilométriques. Alors, ouais, justement, parce qu'on sait que normalement,
moins il y a d'intervenants, en tout cas, la personne, si elle reconnaît toujours les mêmes, enfin, il y a une intrusion dans l'intimité du patient quand on va à domicile, et on sait qu'il ne faut pas multiplier non plus les intervenants trop. Sauf qu'on voit bien qu'avec des horaires décalés qui ne sont pas forcément compatibles avec la vie de famille, etc., pour recruter du monde dans ces métiers-là, c'est compliqué. Donc, est-ce que tu arrives à faire, toi, comme coordinatrice, tourner, je ne sais pas, peut-être 3, 4 personnes chez une même personne, justement? Ouais, tout dépend du nombre de passages. Effectivement, plus il y a de passages, parfois plus c'est compliqué entre les jours de repos, les week-ends travaillés. Mais effectivement, on essaie à la base, on va dire sur le planning fixe, d'avoir, oui, 3 personnes, 3, 4 personnes. Après, effectivement, s'il y a des arrêts, voilà, il y en aura plus. Mais là-dessus, voilà, on arrive encore à avoir un petit nombre d'intervenants. Et puis, le lien est fort. Les personnes, parfois, peinent à accepter aussi les remplaçants. Eh oui, oui, c'est ce qu'on disait. Ouais. Ok, donc là, tu as fait tes 20 minutes. On va parler HAD. Ok. En plus, on va loin parce qu'on part à la Réunion et que Olivia, elle ne s'est pas couchée. Je croyais qu'il n'y avait presque pas de décalage horaire, mais non, c'est l'hiver là-bas. Ils ont 3 heures de plus. Donc Olivia, elle veille, mais elle va nous expliquer le monde merveilleux de l'hospitalisation à domicile. Elle est secrétaire médicale depuis pas mal de temps et depuis 10 ans au niveau d'une HAD en associatif aussi. Olivia, c'est à toi. Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, tu as fait une bonne présentation. Donc, je travaille en structure HAD depuis maintenant une dizaine d'années sur l'île de la Réunion, où on m'entend bien là? Oui, Attends, juste, je ne sais pas pourquoi, il y a le docteur Chiche qui fait coucou, qui veut dire je ne sais pas quoi. Je me demandais, Thomas, s'il ne fallait pas juste faire une synthèse des propositions suite au topo de Fred. Mais on va le me faire demandais après. ça. Que faut-il changer? Conditions, salaire, organisation, juste. Mais Arnaud, en fait, je pensais le faire à l'issue des 2 présentations. C'est toi le patron. C'est toi le patron. Comme ça leur permet de revenir et de bien affiner plus les questions. Merci. Olivia? Oui, je suis là. Donc, non, il n'y a pas de souci. Donc, je disais que je travaille donc dans une des 2 HAD qu'il y a ici sur l'île de la Réunion. Il y a 2 HAD qui sont effectivement des associations loi 1901. L'HAD dans laquelle je travaille existe sur l'île depuis 40 ans. Elle a été créée ce n'était pas une HAD, mais c'était simplement, elle faisait du maintien à domicile. A été créée en 1981 et depuis maintenant 20 ans fait de l'HAD. Alors, l'HAD ici, comment ça fonctionne? En tout cas, la mienne, elle fonctionne avec ses propres salariés, à savoir des médecins coordonnateurs, des infirmières de terrain, des aides-soignantes de terrain, des infirmières coordinatrices, des infirmiers de liaison et de conseil, des infirmières plaies et cicatrisation, des assistantes sociales, des psychologues, des diététiciens. Dans les médecins coordonnateurs, vous avez des médecins qui ont le DU de soins palliatifs, puisqu'on fait beaucoup de soins palliatifs, beaucoup de fin de vie ici, des médecins nutritionnistes, et on a également une pédiatre, puisqu'on a aussi une filière pédiatrique. On s'occupe des enfants à domicile, on les hospitalise à domicile. Olivia, c'est tous des temps pleins ou ils ont une activité à côté? Ce sont tous des temps pleins. Ce sont tous des temps pleins. Vous êtes on très est 185. Oui, 185 à peu près.
Ah oui, quand même. Alors 185, j'englobe aussi tous les services support, les services comptabilité, les services vraiment administratifs. En tout, il y a 185 personnes. D'accord. Vous avez aussi, donc on a une pharmacie à usage interne, on a un magasin, on a des livreurs, des pharmaciens donc, et on travaille uniquement à la demande des médecins hospitaliers, que ce soit des hôpitaux ou des cliniques, et des médecins traitants. Nous avons aussi, la plupart des médecins traitants font appel à nous pour nous confier leurs patients. Et alors, ils font comment? C'est tout simple, ils vous appellent, ils vous disent j'ai ce patient avec un pied diabétique, il faut faire des soins, j'ai besoin de quelqu'un? Exactement. Alors, ils nous appellent, ils peuvent nous téléphoner, ils peuvent nous faire des mails. On a une plateforme de préadmission qui recense donc tous les appels. À cette plateforme admission, vous avez des médecins et des infirmiers qui prennent le premier appel. Le médecin, voilà, j'ai tel patient, comme tu viens de dire, le projet thérapeutique, etc. Est-ce que ça rentre dans les critères HAD? Oui, non. Si oui, on contacte tout de suite le médecin traitant. J'entends un bruit à côté, c'est très gênant. Il faut couper les micros, ceux qui ne parlent pas. Ouais. S'il vous plaît. Oui, alors j'en étais donc à dire que les HAD ne peuvent se mettre en place sans l'accord du médecin traitant. Il y a quelqu'un qui joue avec son téléphone, là. A priori, oui, mais c'est fini. Oui. Oui, donc je disais que l'HAD, donc quand le médecin hospitalier, quand je dis hospitalier, vous aurez compris qu'on englobe aussi les cliniques, hein, parce que ici, le lien ville-hôpital est très ancré, il n'y a pas du tout de guéguerre entre les hôpitaux et les cliniques. On a autant de médecins des cliniques qui nous appellent que de médecins de l'hôpital, que des médecins traitants. C'est très, très ancré ici. Donc, quand je dis médecin hospitalier, ça englobera tout. Donc, l'HAD est mis en place qu'après l'accord du médecin traitant. On ne prend pas un patient en charge sans l'accord du médecin traitant. Et en général, ils sont, j'allais dire 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, donnent leur accord puisque ça les soulage beaucoup et le fait qu'on intervienne. Et je pensais là tout de suite, avec ce que je dis à Frédéric, il y a pas le lien, mais la frontière qu'il y aurait entre le maintien à domicile et l'hospitalisation à domicile. C'est peut-être un peu ce que dit Hélène, quand arrive à un moment donné le cas du patient qui s'aggrave, c'est là que l'hospitalisation à domicile se met en place. À savoir que on ne peut pas non plus faire de l'hospitalisation à domicile si le patient est seul chez lui. Il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un, jour et nuit. Même si nous, en tant qu'HAD, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, nous assurons des astreintes. Nos médecins sont d'astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, ils se relaient. Hein. Bon, il y a la journée de travail. À partir de 17 heures, ils sont d'astreinte jusqu'au lendemain matin. Ça tourne, ainsi que nos infirmières, c'est la même chose. Là, tu nous décris une HAD dans un monde merveilleux, parce que moi, en France, c'est pas du tout l'impression que j'ai. En France métropolitaine, c'est pas l'impression que j'ai. Donc, est-ce que vous avez aussi des contraintes qui fait que de temps en temps, ça grippe, quoi? Oui, on a des contraintes, exactement. Alors, le monde des bisounours, comme tu viens si bien de le dire, ça n'existe pas. Si tu veux, le mode de fonctionnement, il est vraiment, je pense, très bien et je pense que ça serait un exemple à suivre. Mais on souffre par ailleurs des mêmes problèmes de gouvernance que vous. Je l'ai dit du départ, nous sommes une association, mais qui fonctionne comme une entreprise. Donc, avec tout ce qui va avec, de management directif, de rentabilité,
on souffre de sous-effectifs. Voilà, ça c'est le côté pas bon, on l'a aussi de ce côté-là, du côté de la gouvernance. Mais au niveau du mode de fonctionnement, c'est vrai que pour les patients et pour les libéraux également, hein, comme je ne l'ai pas précisé, nous avons aussi les infirmiers libéraux qui s'occupent de patients avant qu'on arrive. Et quand le patient, la prise en charge s'alourdit, à ce moment-là, ils ont pour habitude de contacter tout de suite le médecin traitant qui nous appelle. Donc, on a quand même une partie pas top qui est ce problème de gouvernance. Là, nous avons beaucoup souffert dernièrement puisqu'on a été appelé pour être en appui au niveau des hôpitaux au plus fort de la crise Covid que nous, on a eu là début d'année. Donc, on a été amené, on a pris beaucoup de gens en charge, des patients qu'on a mis qui étaient oxygéno-requérants. Donc, il a fallu en prendre beaucoup en charge pour pouvoir ne pas engorger l'hôpital. Donc, les deux HAD ont été appelés en ce sens. Mais par contre, on n'a pas du tout eu de soutien. Notre activité a beaucoup augmenté et on est resté le même nombre de personnes pour s'en occuper. Et ça a été très, très dur. Nos personnels sont très fatigués, sont usés à l'heure où je vous parle. Donc ça, c'est le côté quand même, le côté pas bon de comment ça fonctionne chez nous. D'accord. Il y a Céline qui nous raconte que dans les Côtes-d'Armor, il y a une coopération avec les secteurs de soins infirmiers à domicile et l'HAD. À La Réunion, où normalement, est-ce qu'une HAD doit être en lien comme ça avec les autres secteurs, notamment d'infirmiers à domicile ou pas? Est-ce qu'elle doit être en lien? Je ne sais pas. En revanche, ce que je peux dire, c'est que quand on a beaucoup de patients et qu'on n'a pas assez de nos infirmiers, salariés et aides-soignantes pour s'occuper des patients, on fait appel aux infirmiers libéraux. On établit une convention qu'on appelle une convention de coopération qu'on met en place entre eux et nous avant qu'ils interviennent au domicile. Et du coup, il y a une rémunération supplémentaire pour l'infirmier à domicile ou c'est… Oui. Bien sûr. Alors, il faut aussi préciser qu'en tant, entre guillemets, comme on fonctionne comme un établissement hospitalier, on est soumis à la T2A. Donc, on a une enveloppe, hein, donc, et que c'est nous qui reversons, qui payons les infirmiers libéraux quand ce n'est pas nos salariés qui interviennent. Et on se base sur la nomenclature en vigueur, la NGAP. Chaque acte qu'ils font chez nos patients leur est rémunéré via cette nomenclature. Au même titre, on n'a pas que des infirmiers libéraux qui interviennent chez nos patients, nous avons aussi des orthophonistes qu'on n'a pas en salarié, nous avons des podologues, nous avons des psychomotriciennes également, donc on signe des conventions avec eux pour qu'ils puissent intervenir chez nos patients. Récemment aussi, on intervient en EHPAD à la demande de l'ARS. On nous a demandé de prendre en HAD des patients, des résidents en EHPAD. Donc là, on passe une convention avec l'EHPAD et on détermine qui s'occupe de quoi. Le personnel de l'EHPAD s'occupe d'une partie des soins, le personnel de l'HAD s'occupe d'une autre partie des soins. Tu peux nous donner un cas précis, par exemple, pour expliquer cette coopération au sein même d'un établissement? Eh bien, par exemple, si on prend en charge un patient qui a des escarres compliquées, on fait intervenir notre infirmière plaie et cicatrisation. Elle s'occupera de toute la partie réfection du pansement, surveillance du pansement. Et le personnel de l'EHPAD s'occupera des constantes, de la toilette, du patient, par exemple.
Si je peux me permettre, c'est très intéressant aussi dans l'accompagnement des soins palliatifs parce que ça permet d'avoir accès à des produits hospitaliers que les EHPAD n'ont pas en fait. Tout à fait, Frédéric, effectivement. Mais pourtant, on pourrait imaginer que dans un EHPAD, il y a un médecin coordinateur qui est censé pouvoir prescrire ça. Et dans les soins palliatifs, on parle de morphine, on parle d'autres choses, mais… Le médecin coordonnateur, souvent, est à temps partiel, donc on peut effectivement l'appeler, mais après, voilà, si on a besoin, admettons, d'Hypnovel, ce n'est pas le médecin co qui vous l'aura, ce n'est pas rattaché, c'est l'hôpital qui va amener le produit. Ça se fait souvent, Pardon, Olivia. Oui, excuse-moi. Comme le dit, je confirme ce que dit Frédéric au niveau des médecins coordonnateurs des EHPAD. En tout cas, ici, je confirme ce qu'elle dit, c'est qu'ils ne travaillent pas à temps plein. Et ici même, c'est à leur demande, c'est le médecin de l'EHPAD qui est prescripteur de l'HAD. Ok. Je voulais poser… Alors, tu voulais en rajouter quelque chose ou pas? Non, je t'entendais poser une question, c'est pour ça. Non, c'est bon. Je me demandais juste si ça arrivait souvent, en fait, que l'HAD intervenait dans les EHPAD notamment. Mais on n'aura peut-être pas la réponse ce soir. Alors, moi, je peux le dire. Moi, je peux parler voilà, de mon secteur parce que voilà, j'ai travaillé très longtemps en EHPAD et donc dans le rapport d'activité annuelle, donc doit figurer le nombre de prises en charge HAD par an. Et nous, donc sur un EHPAD de 84 résidents, on avait entre 20, selon les années, entre 20 et 30 prises en charge HAD par an. Alors, parfois, juste avec une réflexion de pansement ou juste dans de l'accompagnement de fin de vie et parfois avec des accompagnements toilettes. Donc, tout dépend de cette convention qui est signée, comme le disait Olivia à la base. D'accord. Est-ce que… Alors, à La Réunion, on a compris que, grosso modo, l'HAD, on arrivait à les joindre et vous étiez dispo, même s'il y avait des contraintes quand même de personnes et que vous n'étiez pas toujours aussi nombreux que souhaité. Exactement. On a des problèmes de gouvernance, ça je tiens quand même à le souligner. On a quand même une certaine souffrance au niveau de nos salariés liés à cette problématique de rentabilité, l'hôpital, rentabilité, on a quand même ça. Mais en tous les cas, ce qui est ancré ici, c'est que les médecins hospitaliers, les médecins traitants, le monde libéral n'hésite à aucun moment à nous appeler. Au contraire. Donc vraiment, le lien ville-hôpital, en tout cas par l'HAD à La Réunion, ça fonctionne grâce à vous. Je pense que ça fonctionne beaucoup grâce à nous. Je fais référence à ce médecin traitant dont je suis désolée, j'ai oublié le nom, qui avait été auditionné au début des auditions. Je ne sais plus son nom, qui faisait pas… Pardon? C'était à Caen? Non, c'est en Normandie. Enfin, Caen, c'est en Normandie, mais comment? Arnaud, aide-moi. T'as ouvert avec… Oui, je ne me souviens plus de son nom. Je n'ai pas compris la question, Thomas. Médecin généraliste en Normandie. On a commencé avec lui les auditions. Rémi. C'est pas Frédéric Pain? Oui, moi je pense que c'est Frédéric Pain. Ah oui, pardon, excusez-moi. Le médecin généraliste, c'est Frédéric Pain. Le manchot. Qui suivent ici, c'est bon. Enfin, c'est un être humain, mais il vit dans la Manche. D'accord. Donc ce docteur Pain, j'entendais ses difficultés à suivre son patient quand il sortait d'hôpital. Il avait dit oui, alors mon patient sort, je sais qu'il sort, je n'ai pas d'ordonnance, je n'ai pas de compte rendu, je ne sais pas ce qui s'est fait pendant l'hospitalisation.
etc. Et bien, ici, c'est quelque chose qui arrive rarement, parce que soit, bon, les patients, ils ont leur infirmiers libéraux, et de plus, quand on nous appelle, nous, on a toute notre équipe pluridisciplinaire en première ligne, nos infirmiers de conseil et de liaison, qui sont dans les hôpitaux, qui récupèrent tout ce qu'il faut, les comptes rendus, les ordonnances, etc. Donc, notre médecin coordonnateur est en lien avec le médecin traitant. Et en tout cas, pour l'expérience que j'en ai depuis 10 ans dans cette HAD, le lien ville-hôpital, c'est tout bénef pour le patient. Olivia, oui. on a un gros problème. Normalement, on doit dire qu'il n'y a rien qui fonctionne bien. Et là, tu es en train de nous dire que ça fonctionne. Ça va oui, pas mais du tout. justement, tu es en train de casser la baraque. Pas du tout, ça fonctionne à La Réunion. À La Réunion. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais comment tu as appelé la personne qui récupère tout à la sortie de l'hôpital? Alors, on appelle ça des IDECL, des infirmiers de conseil et de liaison. Attends, je note celui-là. Infirmier de conseil et de liaison. De liaison. Mais Arnaud, puisque tu es dans les parages, je ne sais pas si tout à l'heure tu as entendu ce que j'ai dit quand même sur le côté obscur de l'HAD à La Réunion. Il existe quand même. Tout n'est pas rose. Hein. Alors, excusez-moi, mais moi je suis un obsessionnel. Si tout n'est pas rose, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Mais Olivia, aide-nous, pas que à La Réunion, en globalité sur cette filière-là. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Alors, améliorer, je ne sais pas si c'est améliorer, mais moi, dans ma tête, la première chose que je souhaiterais, c'est que les directeurs et les directrices des établissements hospitaliers dans leur ensemble soient des soignants ou des anciens soignants. Pour avoir travaillé en médecine du travail pendant pas mal de temps, avec à la tête un médecin, c'était déjà autrement. Là, on est trop. Pour quelle raison? Pour quelle raison, Olivia? Pour quelle raison, quoi? Pourquoi vaudrait mieux que ce soit des soignants? Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils seront plus proches, je pense qu'ils seront plus proches de leurs salariés, de leurs soignants, ils seront automatiquement plus proches. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais dans cette… Parce que la HAD, ça dépend bien de l'hôpital, hein. C'est ça qu'il faut expliquer. Hein. Alors non, Arnaud, c'est là où tu te trompes. C'est que c'est aussi ce que j'ai compris avec ton ami Alex Verret, qui a eu la gentillesse de répondre à mes messages. On a juste eu des micro-discussions. C'est ce que j'ai compris. En métropole, il y a des HAD qui sont rattachés à des CHU. À des CHU ou des GHT, des gros hôpitaux. Ouais, ou des hôpitaux, Olivia, pas que des CHU. Hein. Pas que des CHU. Hein. Oui, des CHU ou des cliniques. En fait, on peut faire on peut faire une demande au niveau des ARS pour créer sa propre HAD. Après, il faut que tu fasses toute ta structure, mais tout le monde, quelque part, presque tout le monde pourrait proposer une HAD à une ARS. Alors, Olivia, tu dis changer la gouvernance, d'accord? Quoi d'autre pour les professionnels? Si tu étais ministre de la Santé, là, pour les HAD, qu'est-ce que tu changes? Les salaires, l'organisation? Tu changes quoi? Je change tout, pas tout, mais presque. Déjà, évidemment, les salaires, non, pas tout, j'exagère, je suis un peu excessive. Mais donc, les salaires, c'est sûr que là, des aides-soignantes qui travaillent à temps plein au SMIG, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Non, il faut revaloriser le salaire de tous les soignants. Il faut que les directeurs, les directrices soient des soignants ou des anciens soignants. Il faut arrêter… Ça te tient à cœur, ça te tient à cœur. Ça me tient à cœur. Ah oui, et je vais le redire, ça va peut-être me faire plaisir. Et il faut arrêter de former des managers pour presser le citron des soignants. Il faut arrêter de former ces gens à être dans la rentabilité à 100%. Et mon HAD est une association loi 1901, je le précise. Et on travaille dans la rentabilité, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est soumis à la T2A, donc je te laisse imaginer ce que ça peut donner.
Voilà ce à quoi je pense. Du coup, Ma on fait priorité, ça serait, la première demande, ça serait ça. C'est au niveau des directeurs, enfin des directions d'établissement. Est-ce que tu penses que les directions d'établissement devraient être tenues par des soignants? Oh, oh, oh. Voilà Bon. ce que je voulais dire et ce que je voulais proposer. J'ai rien oublié. Gouvernance, management, rentabilité. Voilà. D'accord. Et du coup, Frédéric, toi aussi, elle est où? Tu es Je suis ministre. là. Alors, comme dirait Arnaud Chiche, tu es ministre de la Santé demain. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, moi, je prends en considération vraiment ces aides à domicile qui, pour moi, sont aussi un des premiers maillons, on va dire, du maintien à domicile, qui peuvent éviter l'hospitalisation qui coûte cher. Donc, je reconnais leurs compétences, je les rémunère certainement bien mieux. Donc, nous, on a encore une association qui compte le temps de transport, mais je rendrai ça obligatoire. Et aussi une meilleure rémunération aussi de tous leurs frais kilométriques, parce qu'elles font un nombre de kilomètres incalculable. Je rends obligatoire aussi la formation. Je mets en place un travail qui préparerait le retour à domicile, quelque chose vraiment d'obligatoire, une évaluation aussi du domicile, des besoins. Je rendrai aussi, je pense certainement, je mobiliserai des équipes APA, des évaluations dans les hôpitaux, parce que je pense que parfois, voilà, on n'est pas obligé d'attendre le retour à domicile, de monter le dossier, de faire une saisine au niveau du département, d'attendre un retour, une visite. Et encore, nos évaluatrices, à nous, sont vraiment chouettes et réactives. Mais je pense qu'il y a moyen de préparer ça à l'hôpital. On est entre professionnels et l'hôpital pourrait aussi, ou alors la ville pourrait aller à l'hôpital pour évaluer aussi les besoins. Je pense que là, voilà, il y a vraiment un lien à créer. C'est peut-être un peu ces infirmières de coordination. Je pense que là-dessus, vraiment, il faut creuser. Quoi d'autre? C'est déjà moi, pas j'ai mal. une question pour vous deux. Attends, Thomas, je peux juste demander à Fred un truc. Est-ce qu'il y a assez d'aidantes à domicile? Est-ce qu'il y en a assez? Il n'y a jamais de problème? Si, on a des périodes où c'est très, très, très tendu et où il nous est… alors, ça reste exceptionnel, hein, mais donc on va devoir retirer des plannings, quelques aides ménagères, ou alors on va demander un relais familial parce que parfois on est dans l'impossibilité d'assurer la continuité des accompagnements. Donc, il en faut plus. Il en faut plus, mais en même temps, on leur propose beaucoup de temps partiel aussi. Un SMIC sur un temps partiel. Donc, c'est voilà, là aussi à creuser, à voir vraiment ce qu'il est possible de proposer. Ouais. Moi, je retiens qu'il faut que ça soit un vrai métier, que ça ne soit pas un complément de salaire ou un métier à mi-temps. Ça, c'est clair. Moi, il y a un truc qui me semble aussi bizarre, c'est pourquoi c'est le monde associatif qui prend le relais. Là, il y a un truc quand même. Pourquoi c'est les associations qui font que ça se passe, quoi? Alors, question de coût, mais après, à savoir aussi que l'aide à domicile est fortement investie par le privé lucratif. Plein de boîtes dont je ne citerai pas le nom, mais sont un privé lucratif. Là, tu parles de quoi? Des prestataires? De l'aide à domicile, ouais. D'accord. Mais par exemple, si on décide, voilà, je suis ministre de la Santé, je sais qu'il va y avoir les papy boomers qui vont arriver, c'est marqué partout, les études le montrent, et donc il va y avoir besoin de beaucoup plus d'aidants à domicile pour les 10 prochaines années. Comment on fait vraiment pour ramener tout le monde? Et est-ce qu'on laisse ça uniquement au monde du privé, au monde associatif? Est-ce que l'État doit se désengager de ça? Est-ce qu'il faut des HAD spéciales retour à domicile en accompagnement? Vous avez vous avez analysé ça comment, vous? Moi, je sais pas si
je ne sais pas si c'est une analyse, mais il faudra indéniablement travailler ensemble, travailler plus ensemble, parce que l'avenir, les gens vivant plus vieux, il y aura de plus en plus de monde à s'occuper à domicile, ça c'est sûr, mais il va falloir qu'on arrive plus à travailler ensemble. Et il faudrait peut-être que oui, la politique s'en mêle moins, qui laisse faire les gens qui savent faire. Et qu'on se connaisse mieux aussi, je pense, voilà, qu'on connaisse les différents dispositifs. Nous, par exemple, combien de médecins traitants nous appellent, nous disent c'est bon, j'ai fait une ordonnance. On dit ben non, docteur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, il va falloir qu'on monte un dossier, il va falloir qu'on passe par là-bas, il va falloir qu'on passe par le département, il va devoir y avoir cette évaluation. Donc là, clairement, on se connaît pas bien non plus. Après, ce que tu viens d'expliquer là, c'est encore des tâches administratives en trop, ça. Pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez la même question que Thomas. Tu es en train d'expliquer que c'est… J'ai pas compris, moi. Pardon. Est-ce que… Pardon. Ah, mince. Est-ce que c'est trop compliqué, les démarches administratives? Bien sûr. C'est trop compliqué. C'est lourd. Oui, c'est lourd. Après, c'est pas, non, c'est pas bien compliqué comme démarche. Mais je pense qu'effectivement, les médecins traitants ou parfois même les médecins encore hospitaliers aussi, un retour à domicile peut se faire avec une ordonnance prise en charge de la toilette. Alors, le SIAD ne va pas intervenir parce qu'il n'y a pas de soins à purement parler. Et nous, un service d'auxiliaire de vie à domicile, l'ordonnance ne sert clairement à rien parce qu'on n'est pas du tout sur le même dispositif. Ce ne sont pas les mêmes financements. Oui, Olivia. Frédéric, je voulais te poser une question. Quand tu dis les dossiers qui doivent être montés ne sont pas si compliqués à faire, c'est quoi des dossiers? Il faut que tu montes, il faut que les dossiers soient montés quoi? C'est du papier, ça peut se faire en ligne, ça peut se faire via un site. C'est quoi Alors pour toi? Non. Alors nous, on fonctionne encore par papier. Notre antenne, notre pôle autonomie, on va dire, fonctionne comme ça. D'autres fonctionnent par mail. Après, effectivement, pour une personne âgée à domicile, parfois isolée, et en plus avec quelques petites perturbations cognitives, effectivement, elle sera incapable de le monter. Les assistantes sociales de secteur semblent submergées aussi de travail et puis les gens ne pensent pas non plus forcément à les solliciter. Et en plus, avec maintenant l'ensemble des démarches en ligne, demander à quelqu'un de 90 ans de retrouver sa déclaration d'impôt, sa taxe foncière, et ainsi de suite. C'est vrai que c'est parfois, oui, effectivement, ça peut être très compliqué en fonction des ressources de la personne. Donc moi qui me prétends humaniste ou quoi, je vous le dis tout de suite, si je suis ministre de la Santé, je m'en fous de savoir les impôts qu'il va payer ou pas. Et il faut qu'on trouve la possibilité d'avoir une personne qui vient à la maison. J'ai vu Laurence qui a marqué que effectivement le processus du retour à domicile devait faire dès l'hospitalisation du patient. Bah, c'est ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire que c'est évalué avant la sortie, et comme ça, on a les bonnes aides en face quand le patient rentre. Donc ça, forcément, il va falloir le choc d'attractivité, ok pour le salaire, mais encore, on a encore un problème, parce qu'il va falloir recruter un max de monde. C'est ça. Et des fois même, on peut discuter, ça nous est déjà arrivé, de l'HAD avant que le patient soit opéré d'une amputation ou autre. Ça s'est discuté avant, le chirurgien, voilà, je vais faire ça, nana, et donc après, le retour à domicile, ça sera comme ça, vous le prendrez en charge à J+3 de l'opération, etc., etc. Donc, c'est des choses qui se font un petit peu ici déjà. Donc, ça s'organise. Ça s'organise. Le problème administratif, moi, je leur donne un docteur normal. Arnaud, il va faire pareil. Nous, notre rêve, à la limite, c'est d'envoyer une ordonnance. Hein. Et après, vous débrouillez, hein. Ça, c'est clair. Et puis après, peut-être, quand on voit l'accès
que peut avoir l'État aux informations. Alors peut-être, pourquoi pas, maintenant qu'on en est au dossier médical partagé, ou enfin je ne sais pas, mais peut-être aider ces gens dans le recueil, ou peut-être le département pourrait directement avoir accès à ces informations-là sans qu'on soit obligé d'aller rechercher, fouiller dans les tiroirs chez les gens. Ouais. Il y a deux personnes qui veulent intervenir. Il y a Arnaud et Céline Rallon. Bon, moi d'abord, rapidement, est-ce qu'il faut casser parfois, pour les gens, les aidantes à domicile sont très à l'écoute, très souples, très proches des familles. Bon, j'ai eu une expérience récente, je peux en témoigner, très proches des familles, parfois presque elles deviennent un membre de la famille. C'est pour ça que c'est révoltant que ces gens-là ne soient pas mieux considérés, mieux valorisés, mieux payés. Enfin, pour moi, c'est un métier extraordinaire. Bon. Et puis, à contrario, la HAD, elle pourrait apparaître un petit peu stricte, un petit peu rigide, avec des horaires un peu imposés, moins… Non, mais t'énerve pas, Olivia. Hein. T'énerve pas, hein, c'est une question. Est-ce que ce que je dis est complètement faux? Est-ce que ce que je dis est complètement faux? Ou il n'y a pas un côté un petit peu plus rigide avec de la HAD? Je ne veux pas opposer les deux. Hein. C'était pour… Oui, oui. Parce qu'auquel cas, je ferais une proposition que la HAD, elle soit bien personnalisée, souple, etc. Parce que dans mon expérience aussi, eh ben, en fait, les horaires, on ne les choisit plus en HAD, les horaires de passage, tout ça. Voilà. Alors, écoute, je pense que rien n'est parfait. Je ne vois pas, alors en termes de rigidité, alors certes, de toute façon, nos patients sont vus en général tôt le matin, pour ceux en tout cas qui relèvent tous les diabétiques et compagnie, mais on n'impose pas d'horaire à nos patients. Au contraire, c'est eux qui nous demandent qu'on passe à peu près aux mêmes heures tous les jours, ce à quoi on leur répond qu'on ne peut pas, enfin, on essaye de le faire, mais on est quand même en face de problématiques telles que les embouteillages et autres. Donc, on ne peut pas forcément être là aux mêmes heures, en tout cas pour les infirmiers et les aides-soignantes. Donc, je ne vois pas là, moi, de rigidité telle que tu l'as décrite. C'est une question, hein. C'était une question. Oui. Mais si c'est hors sujet, tant mieux, tant mieux. Nous, effectivement, on essaie souvent de répondre à un projet de vie et de respecter les habitudes de vie antérieures de la personne. Il est vrai que parfois, nous, c'est souvent avec le SIAD que le SIAD fait sa tournée et voilà, va accepter le dossier quand une place va se libérer. Et il est possible que la place, finalement, la toilette se fasse à 11h30 du matin. Donc, avec une personne qui est couchée, alitée depuis X temps, avec un change depuis X temps. Céline, elle voulait réagir aussi, donc du coup, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis infirmière coordinatrice en SIAD, donc en fait, je suis un peu entre les deux. Parfait. Donc, voilà, donc moi, je suis sur la fonction publique territoriale, donc pas du tout en associatif. Donc, je travaille aussi avec les responsables de secteur de mon secteur, hein, clairement, puisque maintenant, on nous demande de travailler en SPASSAD. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire en termes, mais en clair, de travailler vraiment en collaboration avec le SAD. Avec le SAD, donc le service d'aide à domicile, les aides-soignantes, et le SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, donc là, exclusivement des aides-soignantes diplômées et pas faisant fonction, comme on peut voir en EHPAD, avec des auxiliaires de vie, puisqu'elles interviennent seules à domicile. Moi, je voulais aussi agir, surtout parler aussi de l'amplitude horaire de ces aides à domicile, parce qu'en fait, il faut savoir que souvent, ce sont elles qui ouvrent les volets le matin et ce sont elles qui ferment les volets le soir. Ce sont elles qui sont au petit déjeuner le matin et qui vont être au plus tard le soir aussi. Donc, elles ont souvent des horaires de coupure. Et moi, je leur tire mon chapeau parce que entre les remplacements des congés maladie de certaines et autres, elles peuvent très bien commencer à 7h30 le matin, voire des fois 7h. Et si ce n'est pas 6h30, c'est déjà arrivé, pour finir à des 20h, 20h30, des fois le soir. Et remplir le lendemain matin en essayant d'avoir une amplitude horaire correcte quand on peut. Donc ça, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire sur les horaires et essayer, si on pouvait éviter les coupures. Alors, je sais que
Nous, on essaye d'y travailler, mais c'est hyper compliqué vu le manque de personnel qu'on a à l'heure actuelle. Ouais. Et autrement, pour aussi agir sur le fait d'aller faire des visites avant la sortie à l'hôpital. Alors, ça, c'est des choses qui nous sont demandées sur le SPASAD, effectivement. Donc, normalement, l'infirmière coordinatrice, donc moi, on est censé, quand on peut, pouvoir aller à l'hôpital pour faire une évaluation avant la sortie. Sauf qu'on n'a absolument jamais le temps, que souvent on a les demandes le vendredi matin pour le vendredi soir, et qu'on n'a pas le temps d'aller voir les patients. Ou alors les familles. Oui. Céline, je peux te poser une question? Oui. Si tu viens de dire que vous n'aviez pas le temps d'aller voir le domicile avant que la personne elle sorte. Ah donc, non. Et alors, comment vous faites quand vous connaissez pas le patient donc et son lieu de vie? Quelle évaluation vous pouvez faire si vous ne connaissez pas son domicile? Eh ben, c'est souvent l'auxiliaire de vie qui est souvent la première à intervenir, ou l'aide-soignante. C'est un peu la découverte. Donc, on travaille aussi avec les infirmiers libéraux. Donc, souvent, c'est un peu le branle-bas de combat le vendredi quand il faut faire les sorties d'hospitalisation, où on n'a pas les ordonnances, on n'a pas le matériel. Les familles on a l'impression que souvent, ils tombent des nues parce qu'ils n'ont pas été prévenus qu'il fallait telle ou telle chose. C'est assez. On est régulièrement maintenant confronté. Avant, c'était occasionnel. Maintenant, c'est régulièrement. Alors, comme je dis, après, maintenant, moi, je travaille beaucoup avec. On travaille aussi avec l'HAD, et c'est vrai que nous, on a une convention avec l'HAD, ce qui fait que ça nous permet d'intervenir avec les HAD, donc pour pouvoir faire des relais. Alors ça, c'est vraiment tip-top, pouvoir faire des relais, c'est-à-dire que les aides-soignantes peuvent, de l'HAD et les aides-soignantes du SIAD peuvent intervenir en même temps sur des binômes. Donc, ça permet aussi de pouvoir faire un relais beaucoup plus souple, plus doux aussi par rapport aux patients. Oui. Avec ce qu'on vient de dire, on pourrait faire un 3 en 1 du coup. Ouais, mais à vous entendre, en fait, on a l'impression… Plus on parle, plus on s'aperçoit qu'on pourrait, on s'emboîterait peut-être un petit peu, et on pourrait faire un… Arnaud, ne dis rien. J'en pense pas moins. Voilà. Pense pas moins. Et attends. Non, mais très sérieusement, vous êtes hyper complémentaires. On vous écoute parler, on n'y connaît rien, et on a l'impression que d'une chose, c'est que vous devriez travailler ensemble. Or, chacun est plus ou moins cloisonné avec des petites passerelles. Alors, on a aussi des… Avant le Covid, il fut un temps que sur mon département, on faisait des réunions de coordination qui étaient super. Une fois par mois, sur le secteur, on se regroupait avec tous les services d'aide à domicile qui intervenaient sur le secteur, les infirmiers coordinateurs, les évaluatrices d'APA, les infirmières de l'UMOG, enfin les unités mobiles d'orientation gériatrique des hôpitaux de référence. On essaie tous se regrouper en un lieu, et on parlait vraiment des situations problématiques dont dépendait notre SIAD ou pas, mais ça permettait au moins entre plusieurs de se dire tiens, est-ce que tu as pensé à tel dispositif ou pas Et on fait beaucoup aussi appel aux DAC. Alors, les DAC, c'est le nouveau mot pour dire les dispositifs. Alors, c'était anciennement tout ce qui était Maya, PTA, soins PALIA, tout ça, c'était regroupé. Et c'est des dispositifs d'accompagnement à la coordination. Donc, quand on a vraiment des situations très, très compliquées, ils peuvent venir en aide aussi pour nous aider. Et moi, je me rends compte que maintenant, c'est les 3/4 des cas qu'on a à domicile, on les appelle parce qu'on est en difficulté par rapport au manque de médecins traitants, par rapport aux familles qui ne sont pas présentes, parce qu'on a de plus en plus de patients maintenant où les familles sont aux 4 coins de la France et ils se retrouvent tout seuls et isolés. Donc, c'est un peu compliqué de mettre tout ça en place. Et le maintien à domicile aussi demande aussi de la présence des familles, et c'est indispensable. Céline, tu m'entends? Oui. 2 questions. Les Mayas, ça n'a rien à voir avec l'abeille? Non, alors, les Mayas… Deuxième question, Céline, c'était juste pour sourire. Parce que là, Thomas Brossé, il fait comme d'habitude, on est parti pour encore 3/4 d'heure. Non, j'allais dire que mais je te vois faire. Il y avait trop d'abréviations. On voit bien que c'est pas toi qui paye. On voit bien que c'est pas toi qui paye les minutes supplémentaires. Et Céline, t'es Premier ministre. 3 propositions pour améliorer ce que tu constates. Donne-nous des propositions, si tu penses qu'il le faut.
Alors moi, je pense qu'il faut regrouper tous les agents du domicile, hein, que ce soit HAD, SIAD et tout soit regroupé, qu'on ait des médecins coordinateurs qui coordonnent aussi tout le monde, parce que nous, en SIAD et en SAD, on n'a pas d'infirmier coordinateur, donc on n'a que les infos que les patients veulent bien nous dire, parce qu'on a Ah oui, accès à donc aucun ça va dossier pas de du soins. tout, ça. Comme d'habitude. D'accord. On n'a accès à Ensuite. aucun dossier de soins, donc on n'a que les infos que les patients veulent bien nous dire. Alors quand on est face à un Ok, patient donc ça, avec c'est un pas peu possible. compliqué. On ne peut pas travailler comme ça. Non. Ensuite, deuxième proposition. Deuxième proposition, une revalorisation salariale. Ok. Et une troisième ok. proposition, c'est essayer vraiment de retravailler sur les horaires, quoi, parce que travailler en coupure, elles sont tout le temps sur la route, c'est hyper fatigant. Et Donc, peut-être il même y a un vrai- les mettre sur il y a une des vraie- amplitudes d'accord. horaires comme les travailleurs de nuit, c'est-à-dire peut-être faire Voilà. 32 heures pour payer 35, quoi. Donc ça, c'est un vrai sujet, les conditions de travail et particulièrement les horaires. C'est ça. Les horaires. Ouais, D'accord. Non, mais c'est important pour les c'est scripts. fatigant pour eux. Bon. Là, du coup, on n'a pas vraiment fait complètement le tour, mais suffisamment pour aujourd'hui, je pense. J'ai vu passer le lexique version acronyme, là. En fait, c'est un autre sport, ça, non, dans votre métier, là? Tout fonctionne avec des cycles. Après, ça veut aussi peut-être dire qu'il y a des gens qui sont hyper spécialisés et donc chacun a sa partie et du coup, vous vous référez à chacun des… Oui, à de chacun ces… les nôtres. Chaque secteur, ses sigles. Je pense que voilà, dans le monde médical ou dans le monde social, il y en a énormément. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'il faut vous réunir parce que vos trois parties sont hyper complémentaires et c'est ça qui va permettre d'avoir le meilleur soin pour le patient à domicile. Arnaud, tu veux conclure? Oui, Thomas. Non, mais j'adore ma blague. Je ne m'en remets pas. J'adore ma blague. Et Thomas, quand tu dis faut se rassembler, parce que entre elles, tu as le sentiment que ces structures ne sont pas en phase. Ah ben, c'est ce qu'on a entendu pendant toute la soirée, là. C'est clair. C'est clair. D'accord, ok. Ça, c'est une proposition, c'est la proposition, je pense. Qu'est-ce qu'il y a, Christelle? Ouais. Bon, en tout cas, merci à la réunion, merci à Péronne, tous ceux qui sont intervenus. Et Thomas, Oui. Olivia, je crois qu'elle est à chaque audition. Olivia, c'est toi que je vois. Hein. Moi, je suis là. Oui, bah, c'est ça. C'est toi qui n'aimes pas ma cuisine, qui a dit qu'elle était moche. Moi qui dis ça. Et quoi d'autre encore? J'ai dit ça. Ça dépend si tu me fais un rougail. Ça peut se pardonner si tu me fais un rougail saucisse. Oui, ça rougail, peut. Rougail crouton. Rougail Ouais. crouton. Faudra couper au montage. Hein. Rougail graton, pas crouton. Ah, graton. Oui, c'est ça, c'est graton. C'est graton. Et à la fin de chaque audition, on finit par une recette, c'est ça pour, Oui. Ah oui, Thomas, ce serait bien ça. Une recette régionale. Et voilà. attends, parce qu'Olivia, elle est là à chaque fois. Thomas, il faut peut-être lui proposer d'intégrer le groupe des machines. En plus, elle est très pour les emboîtements. Et nous, dans le groupe des machines, on est très dans l'emboîtement. Donc, oui. Bon, en tout cas, je crois que c'est l'heure de quitter. Encore, oui, c'est bon. Et 20h08, on est pas mal. Non, franchement, tu me déçois. Thomas, tu me déçois presque. Merci pour les néophytes comme moi d'avoir donné cet éclairage sur ce que peut être un HAD, un SIAD. C'est très intéressant. Les infirmières de coordination et tout ce qui est oui, les auxiliaires de vie à domicile. Oui, merci à vous. Merci. Merci Olivia de la Réunion, c'est super sympa. Parce que là, il est 23h chez toi. Oui, chez moi, il est 23h, ça rigole pas. Hein. L'apéro, il est passé depuis longtemps. Hein. Un petit rhum comme il faut. Là. Ah là 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 là. À bientôt. Merci beaucoup Frédéric. Pour bien dormir. Allez, bonne soirée. Merci et à Fred. Soyez tous là le 27-28, il faut prendre l'avion depuis la Réunion, il faut venir à Paris.
Oui, mais c'est ce que j'ai répondu. Je voudrais bien venir, mais il faudra m'expliquer bien l'organisation. Je ne vais pas prendre un billet pour 3 jours sans savoir chez qui je vais, qui va m'accueillir. Qui va. Ouais. Macron, je L'organisation, pense que tu peux l'appeler. L'organisation, déjà, il faut que tu prennes un avion. Ça, on peut le dire. Voilà, c'est ça. Après, j'ai vu que tu voulais savoir qu'est-ce qu'on mettait dans les sandwichs et compagnie. Moi, il faut quand même que je sache où j'atterris après l'aéroport de Paris-Orly, quoi. Hein, tu peux aller. Dans le 7e. Tu peux loger chez. Écoute, on accueille des Ukrainiens. On va bien accueillir des Réunionnais, ok? Ça va bien. Donc... Ah ben, j'espère bien. Merde alors. Christelle, il pique ton boulot, là. Bon, allez, mais les modérateurs, si, allez. En fait, il n'y avait pas de modérateur, Thomas, les modérateurs. Il n'y avait pas. Ah, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. On n'a pas eu besoin de modération. 4e C'est semaine. censé être moi en backup, mais il a très bien modéré. 4e semaine, il y a du relâchement. Je m'étais proposé, mais pas de problème. Ah, bon, on était tous là, on a modéré tous ensemble. Merci Thomas, merci tout le monde. Et bonne soirée, au revoir. Merci, Merci. Merci à tous. Au revoir.